Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue dans CETV, la chaîne du Club Entrepreneur. Tout d'abord, on remercie notre hôte, l'hôtel d'Al-Jad, qui nous permet de profiter de ce merveilleux décor et surtout avec le Grand Tunis en arrière-plan. Aujourd'hui, nous allons parler de Venture Capital, la différence entre Venture Capital et la notion classique de capital risque, comme on la connaît en Tunisie avec les SICAR. Je vous rappelle que vous pouvez voir cette émission, que ce soit sur les chaînes Facebook ou YouTube, du Club Entrepreneur TV, aussi sur les pages de notre partenaire Média Entreprise Magazine, ainsi que sur le site leclubentrepreneur.tn. Qui est notre invité aujourd'hui? Allez, je ne vais pas tarder, notre invité c'est Dhikr Khlifi, partenaire de 216 Capital. Dhikr Khlifi, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Donc on va démarrer par la présentation de 216 Capital, où vous êtes une des partenaires. Tout à fait. Merci de m'avoir invité. C'est un beau décor et c'est une belle compagnie. Donc pour 216 Capital, en fait, c'est une société de gestion de fonds d'investissement. Pour l'instant, donc on a le premier fonds qui a été lancé en 2021. Ça s'appelle 216 Capital Fund One. Et donc c'est un fonds VC, Venture Capital, qui se spécialise dans les startups technologiques. Et donc 216 Capital Fund One donc a pour vocation d'investir, de soutenir les fondateurs tunisiens dans un premier lieu, et puis africains, où qu'ils soient dans le monde. Donc dans les premières phases du développement de leur start-up, à savoir, nous dans le métier on dit du pre-seed, seed, donc c'est du pré-amorçage, amorçage. Et donc c'est un fonds de 10 millions d'euros. On a démarré en 2021, donc on est 3 partenaires. Donc il y a Mehdi Dogri et Hakim Abjawed avec moi. Donc Hakim et Mehdi sont des Tunisiens, des compétences tunisiennes qui évoluent à l'étranger, chacun dans son domaine. Et ce qui nous a, entre guillemets, rassemblés autour de ce projet, c'est d'abord l'amour de la Tunisie, vouloir faire quelque chose pour notre pays et pour les jeunes. Et je pense que l'une des opportunités les plus intéressantes, en tout cas dans les dernières années, c'est de soutenir l'innovation. Alors, vous avez parlé de Venture Capital, c'est le capital risque. Quelle différence entre votre entreprise et les SICAR? Parce que les SICAR existent depuis longtemps, depuis plus de 20 ans en Tunisie. Merci pour cette question. D'ailleurs, c'est ça en fait. Il y a un petit amalgame, mais c'est un peu normal. Donc le venture capital, quand on le traduit donc en français, ça donne du capital risque. Et peut-être l'ancien format, c'est ce qu'on appelle Fitouns, les SICAR, etc. Alors le venture capital, en fait, dans l'histoire, ça a été vraiment une révolution dans la finance, en tout cas moderne. Et donc dans les années peut-être 70 aux États-Unis, quand on a voulu, entre guillemets, investir dans l'innovation ou dans la technologie, les méthodologies classiques de private equity, de corporate finance, etc., ne marchaient pas souvent ou dans la plupart du temps avec le modèle de prise de risque avant qu'il y ait peut-être des résultats concrets. Je m'explique. Donc en fait, dans un projet technologique, ce qu'il faudrait faire au début, c'est de faire confiance à l'idée, de faire confiance aux fondateurs, de pouvoir finalement faire un assessment du marché et de voir un petit peu cette scalabilité qui est propre à la technologie. Dans d'autres domaines, peut-être, on ne regarde pas ce genre de choses. Et donc, les méthodologies classiques étaient souvent basées sur des calculs de valorisation, de choses qui sont un peu rigides.
Après le venture capital, c'était quand même une invention pour pouvoir justement se donner la liberté et le choix et d'une grande prise de risque, high risk, high reward, et de pouvoir investir dans des projets qui sont super risqués, mais derrière, il y a peut-être, éventuellement, c'est basé sur la probabilité, il y a une éventualité de gain exponentiel. Donc, peut-être la différence, elle est sur ça. Dans les sociétés de capital risque, SICAR, etc., c'est des formats qui peuvent soutenir éventuellement des projets qui sont industriels, en tout cas où il y a vraiment des assets ou du patrimoine ou des garanties, etc. Donc voilà, c'est le mot, c'est ça. En fait, dans le VC, dans le venture capital, il n'y a pas de garantie. Il n'y en a aucune, à part celle que j'ai citée. Donc, principalement, c'est les fondateurs, les porteurs d'idées et l'idée en elle-même et le marché, les narcs qui valent. Donc, si je résume, votre rapport, en fait, c'est que par rapport aux autres, vous êtes prêt à courir le risque de ne pas gagner. Ah oui, forcément. Prendre ce risque-là de ne pas gagner, mais prendre aussi ce risque-là pour gagner gros derrière. Donc c'est tout le concept finalement du venture capital. Donc comment est-ce que vous prenez le risque ? Quelles sont vos méthodes pour calculer ce risque, pour pouvoir véritablement avoir au moins une bonne probabilité de réussite ? Alors, enfin, finalement, le mot, c'est la probabilité. Et quand on joue sur la probabilité, on joue des fois sur la quantité ou la qualité des projets. Des fois les deux. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes des professionnels de l'investissement du VC et on se dit qu'on peut, à un moment donné, prendre une bonne décision sur toutes les hypothèses que les fondateurs nous exposent ou nous présentent. Et donc, sur tout ça, la principale prise de risque, encore une fois, et je sais que j'insiste, elle se fait justement sur ces personnes-là qui viennent avec un projet. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de regarder l'équipe, c'est de regarder un petit peu une chose qui est principale. Il faudrait qu'on check à un moment donné, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils ont les compétences? Est-ce qu'ils ont des qualités intrinsèques? Et est-ce qu'ils ont l'expérience de pouvoir, à un moment donné, vérifier ces hypothèses-là et de faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Donc, il y a plusieurs méthodes. Enfin, il y a des investisseurs, en anglais on dit de belief, de croyance. Et il y a des investisseurs qui prennent quand même le temps de calculer, de faire des scénarios et de l'ingénierie financière, etc. Pour nous, et dans notre cas, on est vraiment dans le pre-seed et on intervient dans une phase où il n'y a vraiment rien du tout. Mais bien évidemment, nous sommes dans un pays où le secteur financier est habitué, il a ses habitudes ancestrales, qui est celle de la garantie. Et je suppose que votre fonds d'investissement, les 10 millions d'euros, une grande partie ne viennent pas de vos poches. Donc comment est-ce qu'on réussit à convaincre les gens qui vont mettre l'argent in the box, dans la boîte, de prendre eux aussi, d'assumer un risque de perte? En fait, les mentalités sont en train de changer. Je pense que la Tunisie n'est pas aussi isolée que ça en termes de tout. Enfin, je veux dire, et les dernières années ont montré que ces startups-là avaient du potentiel. Je pense que les années les plus difficiles étaient peut-être les 6, 7, 8 années passées, où le concept n'était pas vraiment ni compris ni adopté d'ailleurs. Mais là, si on fait un petit peu un benchmark international, un benchmark régional, je pense que les investisseurs en Tunisie commencent à être un petit peu familiers, si ce n'est, il y a une grande maturité aussi, une curiosité, une maturité, pour approcher ce genre de projet. Et je pense que finalement aussi, il y a des success stories en Tunisie qui ont fait de jolis retours, qui ont fait aussi... qui ont fait du bruit, et ça a profité à tout le monde. Dans le cas de Instadeep, le cas de Expansia aussi, dernièrement. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on est de plus en plus... ces investisseurs-là aussi, c'est des investisseurs qui sont dans notre génération, et qui, comme nous, ont fait
des expériences diverses, hein, qu'ils soient dans la finance ou dans le business, etc. Donc cet argent-là vient principalement de family office, de business angels, etc. Et dans la plupart, c'est pas leur première expérience pour investir dans les startups. Donc je ne dis pas que ça a été facile. Donc il fallait d'abord que la thèse elle soit acceptée et qu'elle soit adoptée. Et donc notre thèse d'investissement semble entre guillemets convaincre des investisseurs et semble aussi aller avec la vision qu'ils ont de la Tunisie. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant. La plus grande partie peut-être du fonds, elle vient du fonds de fonds Anava. Et je pense que le pays dans son ensemble est en train de faire des efforts louables dans ce sens. C'est finalement de réfléchir à l'investissement comme un écosystème. Quelle est votre marge de liberté justement par rapport aux financiers? C'est-à-dire, vous faites vos choix et vous dites, bon, ok, j'ai choisi par exemple l'entreprise X ou l'entrepreneur Y pour le soutenir parce que après avoir fait toutes ces études. Mais l'accord définitif, vous le soumettez au conseil d'administration, aux financiers, ou vous êtes complètement libre de gérer vos fonds comme vous voulez? Ah mais on aurait aimé, franchement, on aurait aimé que ce soit des choix aussi. Alors, dans le métier, il y a des standards. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec 216 Capital, c'est justement d'être dans les standards internationaux. Donc, le VC, ça fait les 50 ans que ça existe. Et entre-temps, donc, les process sont rodés, il y a des méthodologies, il y a différentes aussi écoles, hein, je veux dire. Derrière, il y a aussi la technologie qui a contribué au fait de pouvoir gérer un fonds maintenant avec des indicateurs, avec de l'intelligence artificielle, etc. Tout ça pour dire que pour investir, c'est pas vraiment un choix qui est comme ça subjectif à 100%, pas du tout. En fait, même si c'est beaucoup plus flexible qu'un tableau avec des calculs uniquement, mais on vérifie toutes les hypothèses. On vérifie que ça colle à la thèse, on vérifie que la valorisation elle est logique, on vérifie, on fait ce qu'on appelle des due diligence. Les due diligence, alors elles sont des études vraiment approfondies sur l'aspect comptable, financier, mais aussi la technologie. On essaie vraiment de se fier, de faire confiance aux fondateurs, mais derrière, ce n'est pas vraiment une carte blanche, c'est pas vraiment un chèque à blanc. On regarde ce fameux business plan, on s'assure que la roadmap et toutes les hypothèses qu'ils nous ont expliquées sont logiques. On assiste, et c'est quelque chose qui est aussi assez moderne dans la finance. C'est pas un refus, c'est un oui ou un non. Et puis arbitrairement, et puis on n'a pas aimé. Voilà. C'est vraiment, quand on va un petit peu loin avec les fondateurs dans le process, on essaie d'avoir un feedback aussi et de l'assistance. Pourquoi on n'y croit pas? Pourquoi cette hypothèse ne nous semble pas logique, etc. Et le fonds d'investissement a une gouvernance. La gouvernance comprend des comités. Il y a un comité interne qui est constitué par l'équipe de gestion. Il y a un comité d'investissement. Il y a un comité d'engagement qui vérifie les différents aspects réglementaires, etc. Et puis, bien sûr, il y a un comité qu'on appelle stratégique ou consultatif qui, là, pour le coup, ce sont des externes. Ce sont des personnes qui sont impliquées de près ou de loin, à qui on fait, entre guillemets, confiance quand on sent que la décision, on a un doute, il y a un conflit d'intérêts, il y a un risque qu'on n'arrive pas à, entre guillemets, à qualifier. Donc ça passe par un process et c'est pas vraiment ça c'est oui, ça c'est non, on a aimé, on n'a pas aimé. Ça se passe peut-être comme ça au début, on n'adhère pas, mais à la fin c'est tout un process et alors il y a tous les papiers qui sont signés, il y a plein de choses derrière. Lorsque je vous entends parler, je me dis que peut-être le risque, c'est de stéréotyper le type de candidature. C'est-à-dire que déjà, vous avez un profil type, hein, check. Et donc finalement, c'est pratiquement le même profil de projet, d'entrepreneur. J'ai lu dans une précédente interview que sur 1000 demandes, vous faites 20 présélections pour arriver à financer 1 ou 2 projets. Finalement, il n'y a pas un risque par là de financer pratiquement les mêmes types
de profil? Alors, le fonds d'investissement, par défaut, il faut qu'il y ait une thèse derrière. Déjà, à la base et par défaut, c'est une focalisation sur un type, une industrie, une étape dans la vie d'un projet, etc. Donc, stéréotypé, je dirais pas, mais il faut choisir, en fait, à un moment donné, choisir le profil, ou l'industrie, ou le projet avec lequel nous, on se sent à l'aise. Parce que nous, derrière, on a des compétences, certaines compétences. On ne peut pas avoir toutes les compétences du monde. Et on se dit, on est pertinent pour ce genre de projet, on est pertinent pour ce genre de fondateur, on est pertinent pour ce genre de secteur. Ce n'est pas de l'exclusion, mais tout business, hein, un fonds d'investissement, c'est aussi un business. Hein. À un moment donné, on doit avoir une cible, on va pas serrer jusqu'à avoir vraiment le même profil. Et d'ailleurs, 216 Capital, en tout cas le premier fonds, c'est un fonds qui est sector agnostic. On n'a pas de secteur, mais nous préférons investir. On a un focus sur la technologie, sur la typologie des entrepreneurs, etc. Alors, dans la mesure où c'est annoncé, au début, je ne pense pas qu'il y ait de la discrimination. Il faut juste rentrer dans ce que nous, on sait faire. Et il y en aura d'autres qui vont essayer d'être sur d'autres secteurs ou d'autres qui vont essayer d'avoir un autre focus. Et c'est dans ce sens où il faut vraiment en avoir 10, 15, 20 de VC. Il ne faut pas qu'il y ait un seul. On parle d'un écosystème pour justement pouvoir pallier à tous les secteurs, à toutes les typologies, à tous les projets, à toutes les aspirations des entrepreneurs. En tout cas, en Tunisie, ça commence à se faire. Mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe aux États-Unis depuis les années 70, il y a des VC où ils ont vraiment une thèse vraiment, alors là, est super serrée. Nous, on prend que ça, on fait que ça, etc. Et c'est pas pour autant de la discrimination, c'est un focus. C'est là où on peut aider. C'est là où on a de la compétence. C'est là où on est plus confiant. C'est là où on peut être partenaire avec vous dans votre projet, parce que derrière, il n'y a pas que l'investissement. Nous, on essaie de contribuer pour accompagner déjà les entrepreneurs, puisqu'on arrive un peu tôt dans la vie de cette start-up. Donc, on essaie de mettre à profit ou mettre au bénéfice des entrepreneurs nos expériences respectives, nos contacts et plein d'autres choses. Très très bien, Dhekra Khalifi. Donc on va passer à la deuxième partie dans quelques instants. On va parler plus de Dhekra Khalifi, un petit peu le parcours, le leadership, votre manière de manager. Voilà, donc ça c'est dans la deuxième partie. À tout de suite. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue dans la deuxième partie de CUTV. Notre invité, c'est Dhekra Khalifi, l'une des 3 partenaires de 216 Capital. On va parler un petit peu de vous, Dhekra Khalifi. Mais avant ça, on remercie encore une fois l'hôtel Dar Jeld qui nous a accueillis et qui nous permet d'avoir cette superbe vue matinale. Donc, Dhekra Khalifi, déjà, un de nos partenaires, c'est Entreprise Magazine, avoir fait partie du top 100 des personnalités féminines de l'année 2023. C'est quoi pour vous? Alors, évidemment, c'est quelque chose qui me rend fière et qui me fait plaisir. Je pense qu'à un moment donné, l'effort, en tout cas, de mettre
en visibilité des femmes entrepreneurs en Tunisie. C'est très louable et je pense qu'il faut continuer à le faire. Parce que finalement, et je ne veux pas vraiment sembler arrogante, mais ce genre de choses pourrait inspirer, pourrait justement donner des idées à des jeunes femmes, des jeunes filles, pour pouvoir justement faire des métiers qui, à un moment donné, ne sont pas dans le top of mind quand on parle d'un métier, je sais pas, d'entrepreneur ou d'investisseur, etc. En tout cas, dans la finance. Il n'y a jamais eu de problème de parité. En Tunisie, les femmes ont toujours été dans ce secteur. Après, le VC, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, le fait d'avoir une femme qui est partenaire dans un fonds VC, c'est assez... je veux dire, c'est très important d'ailleurs. Et on le voit quand on reçoit des startups qui sont led by women. Et ça, on sent que... Ils nous approchent parce qu'ils savent, à un moment donné, elles se voient, elles se projettent d'ailleurs. Et ça nous fait plaisir, en tout cas, d'investir et d'avoir ce gender lens investment in mind quand on voit des startups, etc. Alors, justement, avant d'arriver à 216 Capital, vous avez une carrière, une longue carrière. Vous avez commencé avec Access to e-business. Je crois qu'il y a beaucoup de gens brillants qui sont passés par cette entreprise. Puis par la suite, Samsung. Puis par la suite, Orange. Vous avez démarré l'Orange Innovation Center. Vous vous êtes lancé aussi dans une carrière de consultante. Parlez-moi un petit peu de cette carrière et parlez-moi un petit peu des choses que vous avez apprises et que vous utilisez aujourd'hui dans 216 Capital. En 2 mots, hein. Alors, c'est très important de mentionner que j'apprends encore. Alors, moi, j'ai fait marketing. Alors, la finance, et j'ai fait ISG. Alors, je pouvais faire finance. Voilà, on a ça en commun. Je pouvais très bien faire finance à l'époque, mais ça m'attirait pas du tout. C'était pas vraiment ma tasse de thé. Et au lieu de ça, j'ai fait marketing parce que je trouvais que c'était plus marrant, quoi. C'est plus fun, plus marrant. Il y avait vraiment plus, en tout cas, d'espace et plus d'opportunités pour s'éclater. Enfin, je me rends compte, avec le recul un petit peu, j'ai fait marketing parce qu'à l'époque, en fait, il y avait cette nouvelle approche du marketing ou de la communication. Il y avait on commençait à voir les réseaux sociaux, à parler de marketing viral, etc. Et donc, ce qui m'intéressait dans la chose, c'est qu'il y avait aussi cette partie technologique. Alors, cette partie technologie, c'est celle qui m'a un petit peu suivie partout. C'était un petit peu le fil conducteur entre guillemets, de ma carrière. Donc j'ai essayé de toujours aller, peut-être instinctivement, là où la technologie, là où l'innovation se passait. Donc Access à l'époque, et d'ailleurs je dis bonjour à tous ceux qui sont passés par Access, c'était une agence pionnière dans la communication digitale, dans le marketing digital. Ensuite je suis passée chez Samsung, qui à l'époque était peut-être challenger. Là, on parle de 2011-2012. Et quand j'ai rejoint Samsung, en fait, la vision globale était de rattraper un petit peu Apple, parce qu'il y avait cette révolution de iPhone. Et je me rappelle très très bien que pendant les années Samsung, donc ma mission était principalement d'aller sourcer de la technologie et d'aller trouver des contenus locaux. D'ailleurs, en Tunisie et ailleurs, la mission était sur toute la région MENA. Et donc c'est là où j'ai rencontré les premières startups de la région. Dans la même lignée, en fait, Orange aussi, c'est un opérateur qui est très innovant. Et à part cette partie innovation, en fait, ce qui m'a un petit peu attiré en fait, dans cette expérience, c'est ce côté aussi et cette conviction que la responsabilité sociale est quelque chose d'important. Et donc, de la responsabilité sociale, nous avons sorti un programme d'innovation. Donc après Orange, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une grosse remise en question. J'ai toujours été en contact avec les startups. Et à un moment donné, je me suis dit, ça fait des années que je fais des programmes, que je conçois, que je suis en train de designer. Je travaille avec des startups et des fois, je me permettais de leur dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Et je me rendais compte que j'étais peut-être à moitié mal placée parce que je n'ai jamais eu cette expérience de start-up. Et en fait, j'avais pris du temps pour prendre un petit peu de recul. Et cette expérience de consulting était majoritairement, je l'ai passée chez une start-up
j'ai pris cette casquette de COO, et c'est une start-up de gaming. Alors là, je suis vraiment dans mon élément. Il y a beaucoup de créativité, Puis c'est un secteur qui est super intéressant, même d'un point de vue business. Et ensuite, j'ai rencontré donc Mahdi et Hakim. Et on avait comme ça échangé. On dit, pourquoi pas un fonds d'investissement? Je pense qu'on pourrait le faire et je pense qu'on devrait le faire. On s'est senti un peu attiré vers le projet, mais surtout, on avait confiance qu'on pouvait porter un projet pareil. Elle est comment avec la Khalifi sur le lieu de travail? C'est quoi votre style de management? Ça peut-être que ça, c'est peut-être une question à laquelle je ne saurais pas répondre parce que même si je suis quelqu'un de très self-aware, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez cool, hein, très chill, pas vraiment. Après, il y a des périodes de stress, ça c'est sûr, et surtout dans ce qu'on fait, hein, c'est pas évident. Mais j'essaie de toujours, en tout cas, j'essaie de toujours de bien communiquer. Quand je suis stressée, c'est pas pour autant que je cache mes émotions. Mais la clé a toujours été de bien communiquer, que ce soit d'ailleurs avec les supérieurs hiérarchiques, hein, ça marche aussi, mais avec aussi les collègues, les subordonnés, etc. D'ailleurs, je ne crois pas vraiment à cet aspect hiérarchique. D'ailleurs, j'ai tout le temps résisté à ça. Pour moi, c'était tout le temps flat. Mais ça ne marche pas dans des configurations un peu corporate. Mais moi, je préfère vraiment être dans cet aspect flat. On est tous là pour faire quelque chose. Et puis voilà, c'est de la collaboration et la communication qui compte. Bon, on va en savoir un petit peu plus sur vous, parce que là, on va passer au Fast and Curious. Alors, Zakar Khalifi, du matin ou du soir? Soir. Ça se voit, non? Du soir. L'inspiration, c'est plutôt... J'écoutais Zanzana à l'époque. D'accord. Ok, moi aussi, je suis du soir. Roger Waters ou David Gilmour? C'est une question très, très difficile. Je sais que vous êtes une fan de Pink Floyd. Ouais. Je suis une fan de Pink Floyd. J'aime tous les deux. Et je pense que c'est David, mais j'aime beaucoup Roger aussi pour ses prises de position courageuses. Allez, pour le contexte, je dis Waters. Waters, ok. Couscous au poisson ou fish burger? Ouh, indétrônable le couscous au poisson. Pour moi, c'est un must. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai pas tenu longtemps loin de la Tunisie, quoi. C'est le couscous au poisson. On a la meilleure nourriture au monde, et la meilleure météo du monde, et le meilleur pays du monde. Donc, couscous au poisson. Ariana Grande ou Beyoncé? Ouh, non. Là, il n'y a même pas lieu de mettre rien du tout avant Beyoncé. Donc, non. Ah mais attendez, dernièrement, vous avez fait un tweet où vous avez dit ça y est, je suis devenue grande fan d'Ariana Grande. Ah oui, parce que en fait, elle avait fait un truc sympa. Donc, mais non, enfin, je veux dire, moi j'ai eu finalement les goûts musicaux. Je n'ai jamais été fanatique de quelque chose. J'ai tout le temps eu un open mind, en fait. Et je pense que Beyoncé, c'est l'une des rares qui ont perduré, en fait. Moi, je me rappelle avoir écouté la première chose, j'étais encore au collège. Et jusqu'à maintenant, enfin, c'est beaucoup d'admiration. C'est pas forcément vraiment être fan de l'aspect peut-être artistique, qui est louable, hein, qui est très bien. Mais c'est une grande leçon de ténacité, de résilience, de toujours se réinventer, de toujours être... la meilleure dans ce qu'elle fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'admire. Question très difficile, très actuelle. Barbie ou Oppenheimer? Aucun. Déjà, je n'ai pas regardé. J'ai dû voir 3 ou 4 tweets sur Barbie. Hein. C'était pour finalement... Je pense que c'est des retweets, non? Non, c'est des tweets. Enfin oui, des retweets. Non, l'un, c'est sur la réalisatrice de Barbie, qui est la première femme à avoir accumulé $1 million de recettes. Je retweeterai et je vais tout le temps soutenir toutes les femmes qui vont faire des choses pour la première fois. Il faut mettre ça en visibilité, quelle que soit la chose. Bien sûr, il faut qu'elle soit licite. Mais mon soutien, en tout cas envers les femmes qui font des choses, est inconditionnel. Donc c'est pour ça que tu as dû voir un petit peu les... Donc Barbie. Donc Barbie, allez, juste pour ça.
Dhakar Khalifi, merci beaucoup. Le mot de la fin? Donc, en fait, le mot de la fin, c'est peut-être pour les entrepreneurs surtout tunisiens. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Et je suis empathique, hein. Je sais à quel point vous travaillez, je sais à quel point vous voulez faire des choses. Et je sais aussi que vous êtes patriote, hein. Enfin, la Tunisie compte vraiment pour les entrepreneurs et d'ailleurs pour tous les Tunisiens. Je pense qu'on a le potentiel dans ce pays pour avancer, même si il reste vraiment des choses à régler. Il ne faut pas abandonner. Je pense qu'il y a vraiment une matière pour faire de ce pays donc un pôle entre guillemets de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Merci beaucoup, Dhakar Khalifi. Ça a été un plaisir et c'était très instructif, même pour moi, hein, parce que j'ai découvert un petit peu le monde du venture capital ici. On peut continuer hein, en off. Ouais, on va continuer en off, ça c'est clair. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à l'hôtel Darjald pour nous avoir accueillis. On remercie aussi notre partenaire média Entreprise Magazine. On remercie les partenaires de l'émission qui nous permettent d'avoir cette interview et d'autres encore. On l'espère. Cette émission a été préparée et réalisée par Salim Hafsé. Merci à l'équipe technique. On rappelle que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube Le Club Entrepreneur TV, sur les pages de notre partenaire Entreprise Magazine et sur le site web clubentrepreneur.tn. Merci encore une fois. Au revoir. Vous avez regardé Entrepreneur à la une avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.